ministre, pourriez-vous vous présenter en fait votre parcours, votre engagement en politique et votre entrée dans le gouvernement, s'il vous plaît? C'est toute une longue histoire. Je voudrais vous dire en tout cas que j'ai été très intéressé par la vie politique très tôt, parce que j'étais responsable d'étudiants depuis les écoles fondamentales, en passant par le lycée et à l'université. J'ai fait mes études supérieures à l'université de l'amitié de Patrice Lumumba à Moscou, où j'ai vécu pendant 10 ans. Pendant les dernières années de ma vie estudiantine, j'étais presque le premier responsable de ma vie. J'ai résidé sur tout le territoire de l'Union soviétique. Assez intéressé par la vie politique déjà à ce stade-là. J'ai fini donc une thèse de doctorat en histoire des relations internationales que j'ai soutenue donc à l'université Patrice Lumumba. Donc rentré au pays, j'ai été stagiaire au ministère des Affaires étrangères avant d'être détaché comme chargé de mission de l'économie et du plan. C'est beaucoup plus tard que j'ai demandé à aller enseigner, puisque c'était ça ma vocation. Depuis 1999 à aujourd'hui, je peux dire que je suis un enseignant. Alors, mais il s'est passé justement que dans ce parcours d'enseignant, nous sommes engagés politiquement dans la conquête du pouvoir depuis 2001, à la suite d'une rupture qu'on a eue au sein de notre première formation politique, qui était donc l'ADEMA, qui venait d'accéder au pouvoir en 92. Mais vers la fin de l'année 99, il s'est posé des problèmes internes qui ont conduit donc à la scission. Nous sommes sortis de ce parti-là pour recréer notre propre formation politique. Donc depuis la création de mon parti, donc le Rassemblement pour le Mali, et je suis le secrétaire des relations extérieures du bureau politique national. Donc en 2007, je me suis juste présenté comme député aux élections législatives de 2007, où j'ai été élu, également élu au sein du bureau comme un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Donc pendant ce mandat, durant tout le mandat, je suis resté donc vice-président de l'Assemblée nationale. Alors comme je l'ai dit, donc, en créant notre parti, la vocation étant la conquête du pouvoir, nous n'avons pu accéder au pouvoir que maintenant, avec les dernières élections de 2013 qui ont vu donc Ibeka porter au pouvoir. Donc, le président de mon parti m'a fait donc appel dans le gouvernement pour s'occuper du portefeuille de manière extérieure. Donc voilà comment je suis parti de la députation pour être donc ministre. Alors en tant que ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, vous êtes chargé du volet intégration et du volet immigration. Pourriez-vous rapidement dire en quelques mots sur ces deux volets et notamment quelles sont les missions qui vous sont confiées? Vous savez, la constitution du Mali, depuis la Première République, a gardé dans son préambule que le Mali peut, à cause de l'unité, abandonner une partie pour la totalité de son territoire au profit d'une unité africaine. Donc cette disposition fonde un peu la volonté politique affichée par l'ensemble des gouvernements, vraiment d'aller dans une sorte d'intégration. Donc nous avons mené cette politique-là. Nous y croyons parce que nos États pris individuellement, vous comprendrez, sont pas viables pour l'économique. Il faut un ensemble plus grand. Ce qui explique le rôle que nous avons joué d'abord depuis 1963 pour la création de président de l'État. Ce qui explique le rôle que le Mali continue à jouer dans les groupements régionaux comme l'UEMOA et la CEDEAO,
Donc vraiment c'est une conviction profonde. Parce que nous estimons que c'est seulement dans ce cadre-là qu'on peut arriver à donc nous suivons cette tâche par le quotidien. Nous pensons aussi que nos populations ont été se sont retrouvés souvent à cheval entre les nations, les mêmes peuples, les mêmes ethnies, donc parce que les frontières ayant été arbitrairement décidées. Donc ceci fonde encore une fois de plus notre conviction à aller dans le sens vraiment de l'intégration et pour faciliter la libre circulation des personnes, des biens et de libre établissement. En tous les cas, nous les Maliens, nous sommes un peu présents dans tous ces pays-là. Et je crois que beaucoup de ces pays sont dans la relation. Donc l'intégration est une condition profonde, une base sur laquelle nous pensons que c'est seulement à ce prix que le véritable développement du pays pourra donc arriver. Maintenant, les questions d'immigration chez nous sont aussi vieilles que peut-être notre parcours historique, parce que nous sommes une très vieille civilisation, une civilisation d'échange. Nous avons connu des échanges très prématurément dans l'histoire et depuis donc notre peuple échange beaucoup, tantôt avec les pays africains, tantôt avec les pays occidentaux. Les pays occidentaux, c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, sur fondamentalement l'ensemble de ces échanges. Donc nous sommes un peuple voyageur, un peuple d'immigration. Donc aujourd'hui, cette immigration a pris souvent des proportions. Parce qu'à l'extérieur du Mali vivent aujourd'hui plus de 4 millions de Maliens. Qui se retrouvent éparpillés sur l'ensemble des continents et presque dans la quasi-totalité des pays du monde. Je n'en connais pas personnellement un seul pays du monde où il n'y a pas de Maliens. Je ne connais pas personnellement. Donc, et ces Maliens jouent un rôle déterminant aujourd'hui dans l'économie nationale. Parce qu'ils contribuent à hauteur de des centaines de milliards. Nous apportons notre économie. Et puis donc notre volonté politique est aujourd'hui d'assurer la défense de ces Maliens partout où ils sont et les amener progressivement dans les investissements sur des projets producteurs. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et nous pensons effectivement qu'avec le pouvoir qu'ils ont, le pouvoir financier qu'ils ont, avec ce qu'ils portent sur eux comme étant le poids de notre histoire, le poids de notre culture, aussi bien vendu à travers le monde, nous pensons vraiment de valoriser. Valoriser au point de faire de notre pays un pays à la fois présent partout dans le monde, mais aussi un pays susceptible d'entraîner l'investissement, les capitaux de nos compatriotes, y compris des amis, des partenaires de nos compatriotes, dans des investissements sur des projets porteurs, des projets productifs. Voilà brièvement la grande philosophie que nous avons du ministère de l'Agriculture. Alors la diplomatie, on dit que la diplomatie c'est la préservation des intérêts par la négociation. Vous disiez dans une interview pouvoir protéger les intérêts des Maliens. Que négociez-vous concrètement pour protéger ces intérêts? Vous savez, on a très souvent dit, c'est un vieux adage, que les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. C'est évident, c'est ce qui est préservé par la diplomatie. Chaque pays est présent chez l'autre par la représentation diplomatique, donc l'ambassadeur, y compris tous les agents consulaires, etc. Donc le rôle étant évidemment de préserver leur présence dans ces États. Donc évidemment, si par le passé la diplomatie pouvait aussi se faire entendre par des alliances pour agir par la force. Aujourd'hui, dans ce monde bien civilisé, on n'a plus besoin de ça. On est donc obligé de négocier en partenariat et pour pouvoir préserver ses intérêts. C'est ce que nous faisons.
Aujourd'hui, en tant que ministre des Maliens extérieurs, je fais le tour du monde. Je vais à la rencontre de mes compatriotes. Je viens de le dire, mon intérêt étant de défendre leurs intérêts partout où ils sont, mais aussi de les inciter au respect des lois de ces pays de résidence ou d'accueil. Donc les deux se complètent. Donc partout où je sens peut-être qu'un compatriote est en difficulté, je suis obligé d'intervenir dans les autorités de ces pays-là pour leur faciliter aussi les conditions de leur séjour. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on trouve par la négociation et non par aucune forme de violence, mais dans le respect mutuel de nos États. Voilà un peu. Est-ce que par exemple il y a un sujet dans lequel vous intervenez précisément dans ces négociations? Je ne sais pas, par exemple, je pose une question comme ça, les visas. Oui, tout à fait. C'est un bel exemple parce que vous vous rappelez qu'avec le conflit au Mali, Dubaï avait supprimé son visa avec le Mali sans nous prévenir officiellement de cette rupture de visa. Donc c'est tout à l'heure, quand je suis arrivé au devant du département, je m'en suis aperçu que mes compatriotes au Mali, les commerçants notamment, mes compatriotes qui sont en Afrique centrale et qui approvisionnent les marchés des produits qu'ils vont chercher à Dubaï, ne pouvaient plus s'y rendre parce qu'il n'y avait pas de visa. Donc du coup, nos intérêts se sentaient lésés. Donc nous avons entrepris, à travers le chef de l'État lui-même, une démarche qui a conduit aujourd'hui à la levée de cette discrimination concernant les Maliens. Donc à partir de cet instant, les Maliens ont accès à Dubaï et le reprendre leur commerce comme par le passé. Comment ça s'est passé cette négociation? Mais je pense que dans le respect des États, il s'agissait simplement d'attirer leur attention. Pourquoi ils ont coupé, ils empêchaient de délivrer les visas. Mais je le dis officiellement, ça n'a jamais été notifié. Et si telle est leur position, donc en ce moment, il faut qu'ils lèvent. Donc aujourd'hui, je pense que la reprise un peu de la délivrance des visas, pas dans le confort que nous le cherchons. C'est seulement dans le pourparlers pour mettre les gens devant les évidences. Parce qu'en tous les cas, même si on est un pays pauvre, je pense que Dubaï a quelque part besoin de nous aussi. Donc voilà, ce serait différent. Et dans ces échanges, c'est aussi une perte pour eux si les Maliens ne venaient pas acheter leurs produits pour les exporter par la suite. Donc ce serait des manques à gagner de leur propre produit. Donc c'est du devant de l'autre. Comprenant l'intérêt, ils sont obligés aussi d'aller un peu dans le sens de l'autre. Et du coup, pour encore rester sur ce sujet-là, et ensuite après je passe à une autre question, du coup, comment êtes-vous sorti de cette impasse-là en fait, au niveau des négociations avec Dubaï? Qu'est-ce que vous avez trouvé en commun justement pour sortir de cette impasse-là? En se parlant simplement, d'abord ils ont reconnu qu'il n'y a pas de notification officielle. Et ils ont fini par ce que nous savions. Ce que nous savions, c'est que chaque fois qu'un pays est en conflit, et pour éviter que des gens ne se réfugient chez eux, sûrement susceptibles d'être terroristes, en tout cas appartenant à une branche en ils cessent de délivrer les documents. C'était ça l'explication, mais qui n'était pas officielle du tout. Donc en arrivant à se poser, à s'interroger les uns les autres, alors pour ne l'avoir jamais notifié officiellement, ils sont obligés de rendre l'évidence, qu'ils soient de rétablir aussitôt la délivrance de ce document. Alors ça c'est une question vraiment générale sur votre mode de
de négocier. Est-ce qu'avant chaque entretien, vous avez une stratégie commune? Est-ce qu'avant de rentrer dans un entretien, vous avez des idées en tête? Et c'est assez personnel, parce qu'après, c'est la méthodologie de chacun. Chacun a une approche. Je ne peux pas dévoiler ma façon de faire, mais je peux vous dire que le plus souvent en diplomatie et dans la négociation, les démarches officieuses jouent un rôle de premier plan et qui facilitent énormément les échanges officiels. Donc chacun d'entre nous a recours à ce genre de pratiques et de dans tous les pays. Donc ce sont des personnes ressources, des personnes qui rencontrent plus facile chez l'autre et qui peuvent, dès lors qu'on découvre vos intentions, prendre le devant, essayer de baliser le terrain pour vous permettre de venir vraiment d'avoir bien tous les états. Alors, vous disiez avoir vécu 10 ans au Chili. Vous avez fait vos études secondaires là-bas, enfin vos études supérieures là-bas, les études secondaires au Mali. Donc vous avez deux cultures. Alors, est-ce qu'il y a un mode de négociation propre à la culture malienne et une autre propre à la culture russe? Et toujours dans ce sujet-là, est-ce que votre double culture a influencé votre mode de négocier? Est-ce que vous avez une négociation hybride russo-malienne? Je ne dirais pas comme ça. Je pense que les négociations dépendent d'abord de la qualité des individus. Tout le monde ne peut pas négocier. Il y en a qui ont l'expression aiguë, qui peut frôler, qui peut faire mal. D'autres ont le langage plus doux et qui peuvent parler. C'est un problème de nature humaine d'abord. Je pense que vous conviendrez avec moi que quand vous pouvez faire mal à quelqu'un par le temps que vous employez dans votre conversation, ça peut arriver. Donc dans les négociations, évidemment, on a recours un peu à ce truc. Beaucoup dépend de la nature humaine. Moi, j'ai pu être formé en Russie, c'est vrai que si j'ai quelque chose que j'ai appris, c'est la patience. Je suis très patient. J'écoute et j'ai appris une chose, quand je m'accroche à une idée, je ne l'abandonne pas. Alors, je viens vous voir, vous me renvoyez une fois, demain je reviendrai parce que je veux du cela. Vous allez me renvoyer une deuxième fois, la troisième fois quand je viendrai, vous allez commencer à m'écouter. La quatrième fois, peut-être vous allez dire, ah, vous avez peut-être raison. La cinquième fois ou la sixième fois, vous allez accéder à ma demande. Ça, je l'ai appris chez les Russes. Je ne me décourage pas. Donc, voilà une qualité mais chez moi, mon peuple est naturellement calme. Je pense que l'un dans l'autre, ça m'aide justement à faire aboutir la négociation que j'entends. Et ma dernière question, qu'est-ce que selon vous un bon négociateur et quelle qualité doit-il avoir pour mener à bien une négociation? Est-ce que vous avez des conseils pour ça, par exemple? Oui, je venais de vous dire, quand vous partez à une négociation, c'est que vous visez un objectif. Et cet objectif, vous mesurez la dimension de cet objectif. Je pense que le plus souvent, avant de l'entamer, vous aurez prospecté pour voir les tenants, les aboutissants, l'analyser, pour savoir les contours liés à la question ou à l'objectif que vous fixez. Et en arrivant au moment de la négociation, vous êtes suffisamment nanti de toutes les informations qui entourent l'objectif de cette négociation-là. Et c'est en ce moment-là, fondamentalement, que vous allez commencer la négociation. Et comme je l'ai dit, si c'est vous qui êtes demandeur, vous allez garder votre sang, vous allez garder toute la courtoisie nécessaire, vous allez être suffisamment patient pour que l'adversaire, celui qui est en face de vous comprenne, accepte votre demande, dans ce cas, satisfaire ce que vous sollicitez. Donc,
Plus dur, en tout cas, c'est la grande courtoisie avec laquelle nous parlons. L'interlocuteur en face peut être de bonne foi ou de mauvaise foi. Votre façon de dire tout ça là peut être suffisamment claire, convaincante pour l'amener à changer d'idée et de départ. Je pense que la plus grande qualité, c'est la patience. Bah voilà, l'entretien est fini. Merci beaucoup. Une étudiante